Cette semaine, Méditerranéo vous fait découvrir le grand bazar d'Istanbul, déserté désormais par les touristes du monde entier. Nous découvrirons ensuite comment l'arrivée de la 3G en Cisjordanie est une chance inouïe pour les entrepreneurs. À Séville, nous irons dans une école réputée prendre des cours de flamenco avant d'essayer de percer le mystère des statues menhirs dans la région du Rouergue. Construit en 1450, le Grand Bazar d'Istanbul est l'un des marchés couverts les plus connus au monde. Mais la série d'attentats qui a touché le pays, le coup d'État avorté de juillet dernier et les purges qui ont suivi ont créé un climat de tension décourageant de nombreux touristes. Aujourd'hui, les commerçants de l'illustre bâtiment sont plongés dans l'attente. Florence, française originaire de Strasbourg, s'est installée il y a 33 ans en Turquie et a fondé une famille. Elle a repris le magasin de tapis tradition de son mari dans le Grand Bazar d'Istanbul depuis une vingtaine d'années. On va au magasin ? Saïd Bey est l'un des doyens du bazar. Lui aussi est spécialisé dans le tapis. Avec 57 ans d'expérience, il a déjà connu des périodes de tension, dont plusieurs coups d'État en Turquie, mais jamais un tel marasme. Il y a eu des périodes difficiles, mais pas autant qu'aujourd'hui. L'économie n'allait pas aussi mal. Cette fois, ça nous a vraiment touchés. Mais je crois qu'il y a aussi un rapport avec l'économie mondiale. Il y a beaucoup de problèmes, pas seulement en Turquie. Il confie qu'il a beaucoup perdu en un an après les attentats et la tentative de coup d'État de juillet dernier. Mais sa retraite est déjà assurée. D'autres ont dû mettre la clé sous la porte. Voilà, donc vous avez tout à fait des exemples de magasins côte à côte qui sont fermés. Sur près de 4000 boutiques, certains loyers peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros, jusqu'à 20 000, dit-on, dans les allées les plus cotées. À vendre, voilà, à louer. Florence, elle aussi, est locataire, mais elle a choisi un han, caravansérail, légèrement isolé du passage obligé des artères principales. Elle compte donc beaucoup sur le bouche à oreille, mais table sur une baisse d'au moins la moitié de son chiffre d'affaires. Officiellement, la Turquie, elle, a perdu 40% de ses touristes en 2016. Il n'y a plus beaucoup d'Européens, plus beaucoup d'Américains qui viennent. Il y a beaucoup de Coréens, de Chinois, d'Arabes qui viennent. Donc ça change tout à fait le choix des produits à vendre, etc. Des gens comme moi qui vendent des tapis ou des bijoux ou du cuir, on souffre en ce moment particulièrement. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui est un petit peu particulier, qui donne une image négative, autoritaire en Europe, et les Européens n'aiment pas trop cette attitude-là. Mais le pays n'a pas changé, les Turcs sont les mêmes, les gens sont gentils. Enfin, le touriste qui vient trouve des tas de choses à voir, c'est 2000 ans d'histoire dans Istanbul. Ça n'a rien changé. Donc je pense que les Européens vont peut-être se réveiller, vont quand même se dire on va quand même venir dans ce pays. Parce que bouder Erdogan ou bouder la politique d'Erdogan, est-ce qu'on doit bouder le peuple turc et faire que la Turquie s'effondre ? Destination à la mode ces dernières années, le bazar a vu très grand avec des projets d'hôtels de luxe. Mais depuis, la livre turque a perdu de sa valeur, l'inflation augmente, la croissance baisse, les marges des entrepreneurs diminuent. Les locataires majoritaires sont parfois asphyxiés. La Fédération des commerçants assure que 600 boutiques ont déjà fermé. 70, répond le conseil d'administration du bazar. Reza Koch en fait partie. Il dirige une affaire de fourrure et de cuir. Pour nous, on a une chance parce que nous sommes propriétaires des magasins. On ne paye pas de loyer. C'est pourquoi on gagne toujours notre vie. Mais la baisse, on peut dire, c'est à peu près 50%, au moins quand on compare à des années passées. Si vous avez des clients fidèles, alors vous continuez à vendre. Ça veut dire que la vie ici continue. Vous savez, il y a 16 millions de personnes, 16 millions d'habitants à Istanbul.
on n'est pas seulement basé à des touristes. Et on pense que ça va passer dans quelques temps parce que les gens ils ne vont pas être paralysés, ils ne vont pas rester toujours à la maison. Il continue aussi les exports pour de grandes marques européennes et a réorienté ses productions vers le haut de gamme, mais il ne tente toutefois pas de nouveaux investissements. Il y a quelques années, le Grand Bazar d'Istanbul accueillait jusqu'à 100 millions de visiteurs, dont plusieurs centaines de milliers de touristes. Aujourd'hui, rares sont les étrangers à déambuler dans la mégalopole et ses centres historiques. Des caméras, la police partout, la sécurité à 100%. Oui, même la nuit. On se baladait la nuit vraiment, même après minuit, à pied, tranquille. Tranquille, il n'y a rien, franchement, il n'y a rien. On a vécu plein de choses en Tunisie, donc on prend le risque, c'est pas grave pour s'amuser. Même en Tunisie, il y a plein d'attentats, donc c'est pas grave en Tunisie, en Turquie, le même cas. Donc on n'a même pas hésité. On va acheter quelques souvenirs pour la famille. On est déjà venu, mais il y a surtout des touristes arabes. Vraiment, dans les hôtels, où je vais, j'écoute des phrases en arabe. Bülent Kurem, responsable d'un magasin d'argenterie depuis 30 ans, assure aussi que le travail continue malgré la baisse et se veut optimiste. On fait couler les pièces avant de les travailler. C'est le savoir-faire. Lui aussi, depuis 55 ans, je crois qu'il fait ce métier. Ça, c'est un des métiers qui se finit aussi. Il y a 2-3 personnes qui le font. Ce qui l'inquiète, c'est davantage la survie d'un artisanat spécifique, car le bazar, c'est aussi un labyrinthe d'ateliers. Il est venu ici à 9 ans. Et depuis 45 ans, il est ici. C'est difficile, c'est très dur à faire, apprendre le métier à des jeunes qui ont après 15 ans, après 16 ans. Ils ne veulent pas travailler. Vous voyez, c'est une toute petite place comme ça. Ils ne veulent pas travailler. C'est des métiers qui sont très durs à faire. Il faut avoir de la patience. Vous vous rendez compte que vous travaillez pendant 15 jours sur une pièce comme ça. Maintenant, on va sortir, voir le bazar de dessus. Altéré par le temps, endommagé par les incendies et les tremblements de terre, mais aussi mutilé par des excroissances anarchiques, maintenant, on est sur le Han. Le Grand Bazar s'affaisse et a besoin de travaux. Le deuxième étage est fait par Byzantins. Le deuxième étage est réparé par les Ottomans. Tout ce quartier jusqu'à la mosquée là-bas, c'est le bazar qui est fermé dessus. Un ambitieux plan de rénovation a débuté par ses toits. Le sous-sol et la consolidation des murs suivront. Un chantier à la durée estimée entre 5 et 10 ans pour plusieurs dizaines de millions d'euros, financé en grande partie par les autorités. Le gouvernement israélien a autorisé la 3G en Cisjordanie. L'occasion pour de jeunes entrepreneurs de développer enfin des projets mis en sommeil jusque-là. Une chance inespérée pour un territoire soumis à toutes les restrictions de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Pour Ibrahim, c'est devenu un réflexe. Avant de quitter Ramallah pour se rendre à Jérusalem, il ouvre l'application Calandia sur son téléphone. C'est très utile parce que vous pouvez voir la circulation à Calandia avant de partir. Là, aux dernières nouvelles, ils disent que c'est fluide et qu'on y sera dans moins de 15 minutes. Et le barrage est ouvert. On devrait arriver à Jérusalem rapidement. Distantes d'une vingtaine de kilomètres seulement, Ramallah et Jérusalem sont séparés par cet imposant barrage militaire, le barrage de Calandia. Selon la circulation, l'attente peut être très longue, 1 heure parfois plus. D'où l'utilité de l'application, car entre-temps pour Ibrahim, les choses se sont gâtées. On est bloqué ici dans les bouchons.
On ne va pas aller directement au barrage, on va faire demi-tour quelque part. Lancée durant l'automne, cette application connaît un franc succès chez les Palestiniens. Et elle va bénéficier d'une petite révolution. Le gouvernement israélien vient d'autoriser la 3G en Cisjordanie. Beaucoup d'applications et de projets ont été annulés ou reportés parce que nous n'avions pas de 3G, parce qu'elle nécessitait d'être connecté à Internet en permanence. L'arrivée de la 3G va nous apporter la solution. 3G, nouvelles applications pour mobile, explosion du nombre de startups, un vent nouveau souffle sur la Cisjordanie. Nous sommes chez Leaders à Ramallah. C'est l'un des principaux incubateurs palestiniens. Le directeur, Shadi Hatchan, accompagne 14 jeunes pousses prometteuses. FatFit fournit des solutions pour suivre des thérapies en ligne. Ici, c'est une société spécialisée dans les analyses pour les investissements. Eux, ils font des invitations pour les mariages. Et elle travaille sur un système qui... Comment tu expliquerais ça? En fait, c'est un site web qui permet à l'utilisateur de transmettre des informations à travers la planète, à n'importe quelle heure, de n'importe où, de la manière la plus simple et la plus sûre. C'est une image qui n'est pas montrée en général dans les médias internationaux, mais c'est quelque chose qui a pris une réelle importance ces 5 dernières années. Ce secteur crée des opportunités d'emploi. Les sociétés réussissent, elles attirent les investisseurs et travaillent pour le marché global. Si la nouvelle économie connaît un tel essor dans les territoires palestiniens, c'est qu'Internet ne connaît pas de frontières. Une chance inespérée pour un territoire soumis à toutes sortes de restrictions. Les perspectives économiques de la Palestine sont limitées. Que ce soit le territoire, l'eau, l'agriculture, tout est contrôlé par Israël. Même chose pour les exportations et les importations. Nous n'avons pas d'aéroport, donc c'est difficile de travailler dans ces domaines. Dans la nouvelle économie, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Tout dépend de votre capacité à développer une idée et à conquérir les marchés. Les jeunes Palestiniens sont parmi les mieux formés du monde arabe. Et ils travaillent sur un marché potentiellement gigantesque. Je ne sais pas si nous allons devenir une nouvelle Silicon Valley, car la Silicon Valley est unique sur bien des points. Mais ce genre d'endroit est une véritable opportunité qui contribue à mettre la Palestine sur la carte. Mettre la Palestine sur la carte. Pour ces entrepreneurs, la conquête de nouveaux marchés est un moyen plus efficace que la lutte armée pour obtenir un État. Mais le secteur de la haute technologie pourrait aussi contribuer à pacifier une région meurtrie par un conflit interminable. De l'autre côté de la ligne verte, Haïfa, la grande ville industrielle du nord d'Israël. De Google à Intel, les plus grands noms de la nouvelle économie sont représentés et il y a aussi des dizaines d'incubateurs de start-up comme Takwin. Mais celui-ci a une particularité, il ne recrute que des entrepreneurs arabes. Imagerie est une combinaison très intéressante entre 2 Palestiniens de Jérusalem-Est, un juif de Netanya et une jeune arabe de Haïfa. Ce sont tous de brillants scientifiques et ils construisent la plus grande plateforme de classification d'images dans le monde. Nous nous sommes inspirés du processus cognitif de l'être humain. Par exemple, nous arrivons à savoir s'il y a une arme sur une image vidéo. En général, ce sont de tout petits objets et c'est très difficile de les identifier. Voilà, c'est ce que nous faisons ici. Nous avons un taux de réussite de 95%, ce qui est le taux le plus élevé sur le marché pour l'instant. L'ambiance qui règne entre eux ferait presque oublier que chaque jour ou presque, tout près d'ici, des violences opposent Palestiniens et Israéliens. Je ne vais pas aller sur le marché avec mon identité. Je vais aller sur le marché avec ma technologie, ce qui fait la valeur de mon produit. Pas le fait que mon équipe soit juive ou arabe, ou quoi que ce soit d'autre. L'un des patrons de Takwin est juif, l'autre arabe. Ils ont investi plusieurs millions d'euros pour lancer cette entreprise. Ils l'ont fait pour favoriser la coexistence, mais d'abord et surtout pour gagner de l'argent.
Il y a une très bonne connexion entre eux, c'est la chose la plus importante. Mais au-delà de cela, nous nous trouvons ici au sein de l'État d'Israël où sont développées les meilleures technologies du monde. Et les Arabes d'Israël ont la chance de pouvoir acquérir ces technologies. Et en plus de cela, ils parlent l'arabe. Ils peuvent donc exporter ces technologies vers le monde arabe. Autour de nous, il y a un marché de 400 millions de personnes. Alors si les Arabes d'Israël peuvent traduire l'une des meilleures technologies du monde et connecter le monde arabe et le monde occidental, c'est le meilleur pont pour la paix qu'il soit possible de construire. Le vieux rêve de Shimon Peres, l'un des architectes des accords d'Oslo, était de rapprocher les peuples par l'économie. Cela deviendra peut-être bientôt une réalité. Né en Andalousie, le flamenco est inscrit depuis 2010 par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. À Séville, on vient du monde entier pour apprendre le chant, la danse ou la guitare et s'approcher au plus près de cette culture si particulière. Séville, capitale andalouse, ville de lumière et de musique, la destination obligée pour tous les amateurs de flamenco. Le dialogue et la qualité d'écoute, la base d'un bon enseignement musical. C'est encore plus vrai ici au sein de l'école Taller Flamenco de Séville. Depuis 20 ans, cet établissement accueille et organise des stages de perfectionnement pour des élèves venus du monde entier. Pour apprendre le flamenco, rien de mieux que de l'étudier au pays où il est né, en Andalousie. Moi, je dis toujours à mes élèves que le plus important pour bien jouer du flamenco, c'est d'écouter encore et toujours cette musique. En faisant cela, tu comprendras plus facilement tous les aspects du flamenco. Ensuite, au-delà des aspects techniques, pas toujours faciles, il faut bien sûr beaucoup jouer. Dans mon pays, en Allemagne, surtout au sud, il n'y a pas de flamenco. Juste un petit peu au nord du pays, avec la présence d'une communauté espagnole très active. Et ça commence à prendre doucement. Moi, ce que j'aime dans le flamenco, c'est l'énergie que dégage cette musique. C'est l'essentiel. C'est surtout cela qu'il faut retenir. Ce centre, à l'origine, était un simple atelier culturel. Aujourd'hui, c'est une école internationale reconnue. Chant, danse, guitare, percussion, toutes les formes de flamenco sont étudiées. En 20 ans, plus de 10 000 élèves ont suivi des cours ici. 90% d'entre eux sont non espagnols. Cette école participe régulièrement au célèbre festival de flamenco de Mont-de-Marsan. Une musique, un art universel qui, ces dernières années, s'est popularisé bien au-delà de l'Espagne. Je me sens très bien avec cette musique. C'est là, ce genre de musique qui me fait le plus de plaisir. Le plus important dans notre travail de transmission, faire partager cet esprit flamenco. Tout ce qu'ils vont connaître ici, les cours, la vie nocturne, tout cela va leur servir pour leur apprentissage. Toute la ville ici respire cette culture du flamenco. À eux de savoir se l'approprier. Le corps comme un prolongement de l'esprit. Dans cette danse, la guitare et la voix prennent forme, se dessinent. Grâce, douceur, force et violence, le flamenco exprime tout cela. Un art qui traduit les drames de la vie, les sentiments les plus profonds, les émotions les plus intimes. L'esprit du travail que j'essaie de communiquer à mes élèves, c'est d'abord qu'ils puissent exprimer tout ce qu'ils ressentent. Il ne faut pas oublier que la danse reste avant tout un mode d'expression.
C'est le plus important. C'est d'ailleurs pour cela que l'on danse au départ, pour simplement s'exprimer. Mais c'est vrai que pour pouvoir s'exprimer avec le flamenco, c'est très difficile. Cela demande beaucoup de technique et de coordination pour se sentir complètement libre. C'est loin d'être évident. Le flamenco reste un exercice des plus complets. Il y a d'abord le rythme avec les pieds, les percussions avec les mains et tout le travail de coordination avec ses mains et les poignets. Il faut tenir compte aussi du maintien de la tête et du torse. C'est très compliqué de tout réaliser en harmonie pour exprimer tout ce que l'on ressent. Le ressenti du flamenco, c'est cela l'essentiel. Ici, autour de toi, dans la rue, tout le monde le ressent. C'est un rythme, une culture que l'on vit à chaque instant. Le cours terminé, direction les nuits animées de Séville, comme un prolongement des plus naturels de cette passion du flamenco. Dans les rues et places de la capitale andalouse, tout tourne autour de ces rythmes. Quelles que soient les générations, tout le monde se retrouve. Une guitare, une voix et la magie opère. La nuit dans les bars, tout le monde vit et ressent le flamenco. Toute la ville de Séville respire au tempo de cette musique. Dans mon univers, le flamenco est présent constamment, c'est ma vie. Le jour, la nuit, c'est naturel. Ici à Séville, tout tourne autour de la culture flamenca. Tous les élèves de cette école repartiront de Séville avec de la musique, bien sûr, mais aussi un état d'esprit andalou qui les accompagnera très souvent. D'ailleurs, dans cette ville, on aime quelquefois rappeler que le flamenco n'empêchera sûrement pas la fin du monde. Mais il aidera toujours à garder la tête haute. Les statues menhirs, découvertes en Rouergue à la fin du XIXe siècle, restent un mystère pour les archéologues. Divinités, héros, dignitaires, peu d'indices. Si ce n'est que ces sculptures se retrouvent ailleurs en Méditerranée. Voici notre séquence mémoire. Saint-Cernin, un bourg campé sur la Rance, rivière rougie par le minerai, comme tous les cours d'eau et les pierres de cette région. En 1888, un jeune vicaire d'une trentaine d'années a pris ses quartiers dans l'église abbatiale. C'est un enfant du pays, le fils d'un paysan qui travaillait la terre entre Saint-Cernin et Saint-Afrique. C'est lui qui va découvrir les statues menhirs grâce à des gamins du village. On a des enfants qui sont venus chercher en lui disant qu'on avait trouvé une statue d'une religieuse puisqu'ils avaient confondu les colliers qui ornaient le cou de la statue menhir avec une guimpe. Et puis l'un d'entre eux avait ajouté « Monsieur l'abbé, savez-vous, on lui voit les poumons » pour parler des saints qui étaient figurés et qui signifie bien sûr qu'il s'agit d'une statue menhir féminine. Loin de s'endormir sur ses lauriers, l'abbé Hermé bat les campagnes du Rouergue où de nombreuses personnes lui signalent la présence de statues menhirs rappelant celles de Saint-Cernin. Toutes sont sculptées sur la face et le dos, souvent sur les côtés. Féminines comme celle de Saint-Cernin, masculines en d'autres lieux, reconnaissables à un objet qui peut-être est le fourreau d'une arme. Ces attributs guerriers amènent les préhistoriens à dater les statues d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est un coup de tonnerre, on pensait que seul l'Orient, l'Égypte, avait produit si tôt des statues de forme humaine. Rouvert au public à l'été 2002, après avoir été rénové, le musée Fenaille de Rodez, consacré au patrimoine historique rouergat, a fait la part belle aux statues menhirs. Une civilisation dont on n'a trouvé que de maigres traces dans d'autres zones du pourtour méditerranéen. Effectivement, on n'en retrouve pas partout. C'est très localisé dans certaines régions du bassin méditerranéen, notamment on en trouve en Italie, dans le sud de la France bien sûr, et puis également à l'extrême est du bassin méditerranéen, notamment en Roumanie et en Ukraine. Dans le cas des statues menhirs du Rouergue, les archéologues ont un problème.
116 d'entre elles ont été découvertes totalement isolées, hors de tout autre vestige, ni restes humains, ni traces d'habitation. Ce qui laisse presque entier leur mystère, et amène à l'hypothèse selon laquelle ces femmes et hommes de pierre furent des sortes de guetteurs, placés çà et là dans le paysage d'alors. C'est la fin de Méditerranéo. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée.